Mes chers amis qui m'écoutez en ce moment, ça me brise le cœur de commencer cette conversation. La semaine dernière, le médecin m'a dit que mon temps est plus court qu'une robe d'été. Cancer du pancréas, stade 4. Je ne verrai pas l'été prochain, a-t-il dit, avec cet air que font les médecins quand il n'y a plus d'espoir. Mais avant de quitter ce monde, je devais partager mon histoire, une histoire de douleur, de honte, mais aussi de dépassement. Une petite fille abusée par son propre grand-père, qui a presque perdu l'envie de vivre, mais qui a transformé sa vie. Si est partage, c'est maintenant. C'est parce que je sais que beaucoup vivent le même enfer que moi, souffrant en silence, pensant qu'il n'y a pas d'issue. Il y en a, mes amis, il y en a vraiment une pause, un souffle. Avant de continuer, je vous demande de commenter d'où vous m'écoutez. Pour me donner du courage en ce moment difficile de ma modeste vie, et s'il vous plaît, mettez un petit cœur sur cette vidéo. Je vous aime tous, chacun d'entre vous. Je m'appelle Marie-Louise Moreau, j'ai 75 ans. Est ici, à Ruisseau-au-Saule, près de Saverne, en Alsace. Tout le monde me connaît comme infirmière Marie de l'hôpital Sainte-Anne. Je ne suis plus infirmière diplômée maintenant. Je suis à la retraite. J'ai été infirmière d'étage toute ma vie. J'ai appris par la pratique à conseiller sur les remèdes pour les maux de tête, les troubles digestifs, les pommades pour les blessures. Ironique que maintenant, tous les médicaments du monde ne puissent me sauver. Je suis née dans une maison simple à Ruisseau-au-Saule, à 8 km du village, une cabane en bois, sol en terre, un toit qui laissait voir les étoiles, les nuits sans nuages. C'était moi, ma mère, Cécile Moreau, ma grand-mère, Elisabeth Moreau, qui pouvait à peine se lever à cause de ses jambes enflées qui ne supportaient plus son corps, et mon grand-père, Victor Moreau, l'homme de la maison depuis que mon père est parti acheter des cigarettes et n'est jamais revenu. La vérité, c'est que mon père ne m'a jamais connue. Il a disparu quand il a appris que ma mère était enceinte. Elle avait 15 ans. Lui, il avait 10. Et la responsabilité n'était pas son fort. Ma mère est retournée chez ses parents, la tête baissée, portant dans son ventre la honte qui, à l'époque, accompagnait un enfant sans mari. Mon grand-père, Victor, ne la laissait jamais oublier ce péché. C'était un homme grand, costaud, avec des sourcils épais qui se rejoignaient quand il se mettait en colère, ce qui arrivait presque tous les jours. Il travaillait à la scierie du lever, au coucher du soleil. Il rentrait sentant la sueur aigre, la pute de boys et l'eau de vie bon marché. Tu es celle qui a ouvert les jambes pour le premier venu. Maintenance assumes, disait-il à ma mère presque chaque soir. Surtout après que la bouteille était à moitié vide. Tu as mis cette bâtarde au monde, c'est ta croix à porter. J'ai grandi en entendant cela, en sachant que j'étais un fardeau, une erreur, une croix. Ma mère ne lui répondait jamais. Elle travaillait comme laveuse pour les familles riches, partant avant le lever du soleil et revenant avec les mains rouges et les épaules voûtées d'épuisement. Elle parlait peu, souriait encore moins. La vie lui avait enlevé toute envie de se battre. Ma grand-mère, Elisabeth, était plus affectueuse quand mon grand-père n'était pas là.
Elle me racontait des histoires, m'apprenait des chansons, caressait ma tête jusqu'à ce que je m'endorme. Mais dès qu'elle entendait ses pas approcher, elle m'envoyait dans ma chambre, baisser la tête. Etc. L'homme de la maison doit être respecté, disait-elle, comme si elle répétait une prière qu'on lui avait apprise. C'est elle qui m'a appris à lire en cachette de mon grand-père. Les filles n'ont pas besoin d'école, criait-il quand ma mère parlait de m'inscrire. Elle apprendra des sottises, finira engrossée comme sa mère. Alors ma grand-mère m'enseignait les lettres et les chiffres avec des brindilles sur le sol en terre dans la cour arrière. Effaçant tout quand il arrivait, nous étions très pauvres. Notre maison n'avait que 2 pièces, le salon qui servait aussi de cuisine avec un poêle à bois dans un coin, une table bancale au milieu et une chambre où nous dormions tous, ma mère et moi sur un tapis au sol, mes grands-parents sur un lit fait de branches qui grinçaient de vieillesse. Les toilettes étaient une latrine en paille à l'arrière de la cour, avec un trou dans le sol qui puait en été et débordait pendant la saison des pluies. Nous mangions ce que nous pouvions, des haricots, avec du pain de maïs la plupart des jours. Parfois du poisson quand un voisin en attrapait trop et partageait des bananes plantains bouillies pour calmer la faim, de la viande seulement pour des occasions très spéciales ou quand mon grand-père dépensait tout son salaire de la semaine en beuverie et ramenait dans sa culpabilité le lendemain un morceau de viande séchée pour contenter les femmes. La vie était dure, mais autant que possible, ne continue. Ma mère travaillait de plus en plus prenant des emplois de ménage, de lessive, tout ce qui se présentait. Je l'aidais comme je pouvais, apprenant dès mon plus jeune âge à laver repasser, cuisiner. Ma grand-mère empirait à chaque hiver ses jambes, enflant davantage, sa respiration devenant plus difficile, jusqu'à ce qu'elle quitte rarement le lit. Et mon grand-père, il était toujours un homme difficile, bruyant, brutal. Il frappait ma mère pour n'importe quelle raison. Nourriture sans sel, vêtements mal repassés, un regard qu'il interprétait comme un défi. J'ai grandi en le craignant, me cachant quand j'entendais ses pas, tremblant quand sa voix montait, mais tout a empiré quand j'ai eu 12 ans et que mon corps a commencé à changer soudain. La manière dont il me regardait était différente. C'était plus seulement de la colère ou de l'impatience. C'était quelque chose que je ne peux pas vraiment expliquer, quelque chose qui me faisait me sentir sale, rien qu'en le recevant. Il a commencé à faire des commentaires en passant près de moi. Tu deviens une petite femme, Hein, ou qui aurait cru que tu te remplumerais comme ça? Ma grand-mère a remarqué un jour, elle m'a appelé près de son lit, a pris ma main avec ses doigts noueux et enflés et a murmuré « Ne reste pas seule avec ton grand-père, mon enfant, s'il arrive et que ta mère n'est pas là, va chez mademoiselle Josette, trouve n'importe quelle excuse, mais ne reste pas ici. » Je ne comprenais pas pleinement à l'époque, ou peut-être ne voulais-je pas comprendre, mais je suis devenue plus prudente, évitant d'être à la maison quand ma mère n'y était pas. J'allais à l'école, même sans fourniture, restant là bas, aidant la maîtresse à nettoyer la salle, juste pour ne pas rentrer tôt le week-end
Je proposais d'aider les voisins avec de jeunes enfants, avec des cours à balayer, avec n'importe quoi qui me tenait loin de la maison. Mais un samedi d'automne, je m'en souviens encore, il n'y avait pas d'échappatoire. Il pleuvait si fort que les rues s'étaient transformées en rivières de boue rouge. Ma mère était partie livrer du linge propre à une ferme à 5 kilomètres de la maison et ne reviendrait pas avant le lendemain. Et ma grand-mère était plus mal que jamais, avec une forte fièvre qui la laissait entre conscience et délire. Je m'occupais d'elle du mieux que je pouvais, posant des linges humides sur son front, donnant de l'eau à sa bouche sèche, priant doucement toutes les prières que je connaissais. C'est alors que j'ai entendu la porte d'entrée claquer. C'était mon grand-père, arrivant plus tôt que d'habitude de la Syrie, trempé par la pluie et sentant déjà l'eau-de-vie. Où est la nourriture? A-t-il crié depuis le salon. Je la prépare maintenant. Grand-père, ai-je répondu, quittant la chambre. J'étais avec grand-mère. Sa fièvre ne baisse pas. Il m'a regardé d'une manière qui m'a figée sur place. Ta grand-mère a déjà un pied dans la tombe de toute façon. J'ai faim et froid. J'ai besoin de manger et de me réchauffer. La manière dont il a dit cela, la manière dont ses yeux parcouraient mon corps, m'a fait frissonner d'un froid qui n'avait rien à voir avec la pluie dehors. J'ai commencé à trembler, voulant m'enfuir de là, mais où la tempête frappait le toit, la boue envahissait tout dehors. Je vais allumer le feu et faire du pain de maïs, ai-je dit, essayant de m'éloigner, d'aller à la cuisine. Il m'a attrapée par le bras, forte. Le feu que je veux n'est pas celui qu'on allume sur le poêle. Ce qui s'est passé ensuite fut rapide et pourtant éternel. Il m'a traîné dans la chambre, m'a jeté sur le tapis où je dormais. Je me souviens de son poids m'étouffant, de l'odeur de pâte de bois et de sueur me donnant la nausée, de la douleur qui semblait me déchirer en deux. Je me souviens d'avoir crié, supplié, appelé ma mère. Dieu, n'importe qui pouvait me sauver de cet enfer. Et c'est alors que l'inattendu s'est produit. Ma grand-mère, cette femme qui pouvait à peine se lever pour aller aux toilettes, était debout à la porte de la chambre. Je ne sais pas d'où elle a trouvé la force. La fièvre peut lui a donné une énergie qu'elle n'avait pas eue depuis des années. Elle tenait à la main le saint en bois qui trônait sur l'autel improvisé du salon, un Saint-Michel lourd, fait de bois massif, lacla, démon intellédite, la voix faible mais pleine d'une fureur que je n'avais jamais entendue auparavant. Mon grand-père a ri et continuait ce qu'il faisait, comme si elle n'était pas là, comme si elle n'était qu'une mouche qui le dérangeait. C'est alors que la porte d'entrée s'est ouverte avec fracas. C'était ma mère, trempée jusqu'aux os. La pluie avait fait déborder le ruisseau, bloquant le chemin vers la ferme. Et elle était revenue. Elle est restée là, regardant la scène, les yeux écarquillés d'horreur. Ce qui s'est passé dans les secondes qui ont suivi a changé nos vies pour toujours. Ma mère, cette femme qui ne haussait jamais la voix, qui baissait la tête face à tout, a poussé un cri qui semblait pas humain, un cri qui portait des années d'humiliation, de peur, de soumission. Et elle s'est jetée sur lui. Une pause, un souffle. Avant de continuer cette histoire, je vous demande de laisser dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. Ça réchauffe mon cœur de savoir que ma voix voyage loin, que je ne parle pas seule.
profitez-en pour vous abonner à notre chaîne qui aide des milliers de femmes à travers la France. Et mettez un petit cœur aussi. Chaque nouvelle notification est comme une étreinte que cette vieille femme reçoit. Et dans ma situation, chaque étreinte vaut de l'or. Vous avez vu où je me suis arrêtée, n'est-ce pas? Avec ma mère se jetant comme une lionne, protégeant son petit. Je n'oublierai jamais ce qui s'est passé ensuite. Elle a sauté sur le dos de mon grand-père avec une force qui ne semblait pas être la sienne. Cette femme maigre qui passait ses journées à frotter le linge sur des planches à laver, elle a enfoncé ses ongles dans son cou, faisant couler du sang. Il m'a lâché immédiatement, essayant de se débarrasser d'elle. Durand, écumant de rage, sorcière, lâche-moi, a-t-il crié, tournant comme un taureau en colère, essayant de jeter ma mère de son dos. Je me suis traînée dans un coin, tirant les restes de mes vêtements déchirés pour me couvrir tout mon corps douloureux. J'ai vu quand mon grand-père a réussi à projeter ma mère contre le mur. Elle a heurté fort, est tombée au sol, mais s'est relevée rapidement. Il y avait un éclat dans ses yeux que je n'avais jamais vu auparavant. Ce n'était plus de la peur, c'était une fureur qui venait d'ailleurs. Ma grand-mère, tenant toujours le Saint-Michel en bois, était près de la porte. Mon grand-père ne l'a pas vue là. Il s'est tourné vers ma mère, la ceinture, déjà à la main, maintenante. Tu vas voir ce qui arrive à une femme qui se mêle de ce qui la regarde pas. C'est alors que ma grand-mère, cette vieille femme malade qui pouvait à peine marcher, a frappé la statue du saint sur sa tête avec une force qui ne pouvait venir que de Dieu. Le bruit était horrible, un craquement sec, comme lorsqu'on casse une grosse branche d'arbre. Mon grand-père est resté immobile une seconde, comme s'il n'avait pas compris ce qui s'était passé, puis s'est effondré sur le côté comme un arbre abattu, renversant la table en tombant. Un silence est tombé, un silence qui semblait sans fin. On n'entendait que la pluie frappant le toit et notre respiration haletante, nous trois, moi, ma mère et ma grand-mère regardant le corps de mon grand-père étendu sur le sol, un filet de sang coulant de sa tête et se mêlant à la poussière du sol en terre. Est-il morte? Et tout ce que j'ai pu demander, ma voix sortant à peine. Ma mère s'est approchée de lui lentement, comme on s'approche d'un serpent qui pourrait faire semblant d'être mort. Elle s'est agenouillée, a posé la main sur son cou, cherchant un pouls, puis elle s'est tournée vers nous, son visage un mélange d'horreur et de soulagement. Il respire encore, mais il est mal en point. Ma grand-mère a laissé tomber le sein au sol. Ses jambes, déjà faibles en temps normal, semblaient avoir perdu toute force. Elle s'est laissée glisser contre le mur jusqu'à s'asseoir par terre. S'il se remet, il nous tuera toutes les trois, a-t-elle dit. La voix plus ferme que je ne l'avais jamais entendue. Cécile, tu sais ce qu'il faut faire? Elles se sont regardées pendant ce qui semblait une éternité. Quelque chose est passé entre elles dans ce regard, une compréhension silencieuse, une décision qui n'avait pas besoin de mots. Ma mère a hoché la tête, a pris une grande inspiration et s'est tournée vers moi. Va chez mademoiselle Josette, dis que tu as peur de la tempête, que nous t'avons demandé de rester là-bas ce soir. Ne dis rien de ce qui s'est passé ici. S'il demande pour ton grand-père,
dit qu'il est parti avant que la pluie s'intensifie et n'est pas revenu. Mais maman, et toi et grand-mère, qu'allez-vous faire? Moins tu en sais. Mieux, ce sera mieux pour tout le monde. Va, ma fille, fais confiance à ta mère. J'ai regardé ma grand-mère, cherchant un signe que je devais rester, mais elle a hoché la tête, me disant d'obéir à ma mère. J'ai couru sous la pluie, sans me soucier de la boue, de l'eau qui me trempait jusqu'aux os. J'ai couru comme si le diable était à mes trousses. D'une certaine manière, Mademoiselle Josette était notre voisine la plus proche, ce qui signifiait quand même une bonne marche. Quand je suis arrivée à sa porte, j'étais dégoulinante, tremblante. Je ne sais pas si de froid, de peur ou de la douleur qui pulsait entre mes jambes. Mon Dieu, petite, que s'est-il passé? J'ai raconté l'histoire que ma mère avait inventée, que j'avais peur de la tempête, que la maison fuyait à cause du toit qu'elle m'avait envoyé là, bas. Mademoiselle Josette n'a rien demandé de plus. Elle m'a donné des vêtements secs de sa fille, une jeune femme qui s'était mariée et avait déménagé, et un bol chaud de soupe au poulet. Puis elle m'a installée sur un tapis près du poêle à bois où des braises réchauffaient encore l'atmosphère. Je n'ai pas pu dormir correctement cette nuit-là. Chaque fois que je fermais les yeux, je sentais le poids de mon grand-père, son odeur, la douleur. Je voyais Saint-Michel frapper sa tête, le sang sur le sol. Je me demandais ce que ma mère et ma grand-mère avaient fait après mon départ, s'ils s'étaient réveillés, s'ils les avaient tués. Le lendemain, la pluie s'était arrêtée, un soleil faible essayait de percer les nuages lourds qui couvraient encore le ciel. J'ai dit au revoir à mademoiselle Josette, les remercier pour l'hospitalité, et j'ai commencé à rentrer chez moi. Mes jambes semblaient peser des tonnes. Chaque pas était un effort immense. Quand je suis arrivée, j'ai trouvé ma mère en train de balayer la cour, comme si c'était un jour ordinaire. Son visage était serein, presque paisible. Quand elle m'a vue, elle a souri, un petit sourire fatigué, mais réel. Bonjour, ma fille. As-tu bien dormi chez mademoiselle Josette? J'ai regardé autour de moi, cherchant un signe de ce qui s'était passé la veille. La cour était propre. À l'intérieur de la maison, le sol avait été lavé. La table qui était tombée était à sa place. Il n'y avait aucun signe de lutte ni de sang. Et aucun signe de mon grand-père. Où est-il? Ai-je demandé sans assez de courage pour dire son nom? Ton grand-père, il est parti, il s'en est allé, il ne reviendra pas. La manière dont elle l'a dit, ferme, définitive, m'a fait comprendre que je ne devais pas poser plus de questions, du moins pas là, pas à ce moment. Je suis entrée dans la maison un peu méfiante, trouvant toute cette calme étrange. Ma grand-mère était au lit, comme toujours, ses mains tremblantes, tenant un chapelet. Quand elle m'a vue, elle m'a fait signe de m'approcher. Ma petite fille, a-t-elle murmuré, plus personne ne te fera de mal dans cette maison. Plus, il y a moins, quelque chose dans sa voix, dans son regard, m'a dit que c'était vrai que mon grand-père, ou qu'il soit, ne reviendrait pas nous tourmenter. Il faut qu'on parle.
a dit ma mère, s'asseyant avec nous dans la chambre, ce qui s'est passé hier ne doit pas sortir de ces murs. Pour tout le monde, ton grand-père nous a quittés comme ton père l'a fait. Il est parti avec une autre femme dans une autre ville, compris. J'ai hoché la tête et s'il demande pourquoi il n'a pas dit au revoir, pourquoi il n'a pas pris ses affaires, quand un homme décide de s'enfuir avec une autre femme, il part comme il est, a complété ma grand-mère, il laisse tout derrière lui. C'est ce qui s'est passé. Et c'est tout cet après-midi-là. Ma mère a pris les quelques vêtements de mon grand-père et les a tous jetés dans un feu qu'elle a fait dans la cour arrière. Elle a dit que c'était pour éloigner la malchance. Quand le feu a commencé à s'éteindre, elle a jeté une poignée de gros sel sur les braises, murmurant des mots que je ne comprenais pas. Un rituel pour clore un chapitre, pour purifier la maison de sa présence. Les voisins, bien sûr, ont posé des questions sur mon grand-père. Ma mère racontait l'histoire qu'elles avaient convenue avec une conviction qui me faisait presque y croire. Une jeunette de la Syrie, jeune, jolie, lui a tourné la tête, disait-elle, essuyant une larme qui n'existait pas. Les hommes d'un certain âge se croient encore jeunes, ils partent chercher l'aventure et laissent leur famille derrière. Les gens y croyaient facilement. Ce n'était ni la première ni la dernière fois qu'un homme abandonnait sa famille ainsi. Personne n'a posé plus de questions, juste secoué la tête, disant que c'était dommage, offrant de l'aide si nous en avions besoin. Les jours ont passé, l'absence de mon grand-père, au lieu d'être regretté, a apporté une paix que nous n'avions jamais connue. Auparavant, il n'y avait plus de cris, plus de coups, plus de peur constante. La maison, même petite et pauvre, semblait plus grande, plus lumineuse, comme si une ombre avait été retirée de chaque coin. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu ma mère fredonner en lavant le linge. J'ai vu ma grand-mère sourire sans avoir à le cacher. Quant à moi, les blessures sur mon corps ont guéri petit à petit celles de l'âme. Eh bien, celle-là prendrait beaucoup plus de temps. Je me réveillais au milieu de la nuit, Client, sentant son poids sur moi. J'avais peur quand les hommes s'approchaient trop près. Je ne pouvais plus aller chez les voisins où le mari était présent. Toute odeur d'eau de vie me donnait la nausée. Ma mère a remarqué au Inuit, après avoir fini de nettoyer la cuisine après le dîner, elle s'est assise avec moi au bord du lit. Ma fille, il faut qu'on parle de ce qui s'est passé. Je sais que c'est difficile, que ça fait mal de s'en souvenir, mais garder ça en toi te rongera comme les termites rongent le bois. Lentement, silencieusement, jusqu'à ce que tout s'effondre un jour. Cette nuit-là, pour la première fois, j'ai vraiment pleuré sur ce qui s'était passé, plus de larmes silencieuses de peur ou de honte, mais un cri fort, désespéré, qui venait du plus profond de moi. Ma mère m'a serré fort, m'a laissé tremper son épaule, m'a laissé libérer tout ce qui était enfermé. C'était pas ta faute, répétait-elle comme une prière. C'était pas ta faute. C'était lui le monstre, pas toi. Après les pleurs est venue une sorte de calme, comme après une tempête quand le ciel est encore nuageux. Mais la pluie s'est arrêtée et on peut voir un petit morceau de ciel bleu entre les nuages. Que lui est-il arrivé? Ai-je enfin demandé? Vraiment? Ma mère a hésité un instant, ses yeux fixés sur un point du mur. Ton grand-père ne reviendra pas.
a-t-elle simplement dit, ni pour nous faire du mal, ni pour être arrêtée pour ce qu'il a fait, et il vaut mieux qu'on n'en sache pas plus. Bien plus tard, des années plus tard, quand j'étais déjà adulte, ma grand-mère m'a dit la vérité une nuit de forte fièvre où elle pensait qu'elle allait mourir. Après mon départ, elles ont essayé d'aider mon grand-père, non par bonté, mais parce qu'elles ne voulaient pas être emprisonnées pour meurtre, mais il ne répondait pas. Elles ont passé la nuit à veiller sur le corps, priant, se demandant quoi faire. À l'aube, quand la pluie s'est un peu calmée, ma mère est sortie avec la brouette que nous utilisions pour transporter le bois de chauffage. Elle a emmené le corps dans une partie plus profonde du ruisseau qui était encore gonflé par la pluie. Elle a attaché des pierres à ses pieds et à ses mains avec du fil de fer et de la corde. Elle a dit une prière du Notre Père, pas pour son âme, mais pour que les eaux l'emportent loin. Le lendemain, elles ont rangé la maison, nettoyé toute trace. Le ruisseau a continué à monter avec les pluies de cette semaine-là. Quand il s'est retiré, il n'y avait aucun signe du corps. Les courants l'ont probablement emporté jusqu'à la mer ou enterré dans la boue. Au fond, personne ne l'a jamais cherché. À l'époque, dans les zones rurales, un homme qui abandonnait sa famille était trop courant pour attirer l'attention. Si un collègue de la scierie trouvait sa disparition étrange, personne n'est venu poser de questions chez nous. Nous avons vécu ainsi pendant presque 1 an, toutes les 3. La vie était dure, l'argent manquait toujours, mais il y avait de la paix, il y avait du respect, il y avait même quelques moments de joie. Ma grand-mère m'a appris tout ce qu'elle savait des remèdes à base de plantes, des bénédictions, des prières anciennes que sa mère lui avait enseignées. Ma mère continuait à travailler dans les maisons des riches fermiers, mais maintenant la tête haute, sans peur de rentrer chez elle. Je suis retournée à l'école. La maîtresse, mademoiselle Claire, a remarqué le changement en moi. Avant, j'étais joyeuse, bavarde. Après cette nuit pluvieuse, je suis devenue silencieuse, renfermée, apeurée. Elle a essayé de parler, a demandé si quelque chose s'était passé. Je n'ai rien dit. Bien sûr, ce secret devait être enterré aussi profondément que mon grand-père devait l'être, mais tout n'était pas rose. Les langues venimeuses du voisinage ont commencé à murmurer qu'il était étrange que mon grand-père ait disparu ainsi sans dire au revoir à personne, que peut-être il n'était pas parti de son propre chef. Des regards soupçonneux ont commencé à suivre ma mère quand elle allait au magasin, des questions à moitié déguisées sur quand nous avions eu de ses nouvelles pour la dernière fois. C'est alors que ma mère a pris une décision qui changerait le cours de nos vies. Nous partons d'ici. A-t-elle annoncé une nuit après le dîner? Cette terre ne veut plus de nous et nous n'en avons plus besoin non plus. Oh, ai-je demandé, effrayée par l'idée de quitter le seul endroit que je connaissais. Et Strasbourg, a-t-elle dite, les yeux brillants d'une détermination que j'avais jamais vue auparavant. La grande ville, un endroit où personne ne nous connaît, où nous pouvons recommencer sans passer, sans cette histoire qui pèse sur nos épaules. Ma grand-mère, déjà très malade à ce moment-là, a simplement hoché la tête. C'est pour le mieux, ICI. Les murs ont des oreilles et les oreilles ont de grandes bouches et
Ainsi, un matin de printemps, nous avons pris le peu que nous avions de vieux vêtements, des casseroles, le matelas de ma grand-mère, l'image de la Vierge Marie qu'elle avait reçue à son baptême, tout ce qui tenait dans une charrette empruntée qu'un voisin plus gentil nous a aidés à transporter jusqu'à la gare routière du village. Nous avons laissé derrière nous la cabane en bois, la cour où j'avais joué enfant, le pommier chargé de fruits dans la cour arrière. Nous avons laissé les voisins curieux, les questions sans réponse, les murmures malveillants. Nous avons laissé le ruisseau qui avait emporté mon grand-père et avec lui cette nuit d'horreur à la gare routière. Ma mère a acheté 3 billets, aller simple pour Strasbourg. Quand le bus a commencé à s'éloigner, j'ai regardé par la fenêtre poussiéreuse. Je voyais Ruisseau au Saule s'éloigner, les maisons en bois se fondant avec la terre. J'ai senti une oppression dans ma poitrine, un mélange de soulagement et de peur de l'inconnu. Ne regarde pas en arrière. Ma fille, a murmuré ma mère. Tenant ma main, ce qui est passé désormais, regarde seulement devant, à ce moment, franchissant la grille rouillée qui marquait la limite de la propriété. Je ne savais pas ce qui nous attendait. Je ne savais pas que la vie en ville serait si différente, si difficile. Et en même temps, pleine de possibilités dont je n'avais même pas rêvé. Je ne savais pas que ma grand-mère ne survivrait pas plus de quelques mois dans cette nouvelle vie. Je ne savais pas que je laissais derrière moi non seulement un lieu, mais une version de moi-même, la petite fille innocente, morte cette nuit pluvieuse, laissant place à une autre, marquée par la douleur, mais aussi par la force qui ne vient qu'après avoir survécu à l'impossible. La seule chose que je savais, c'est que quoi qu'il arrive, ce serait mieux que ce que nous laissions derrière. Et cela, à ce moment, était suffisant pour me donner le courage de continuer le voyage. Arriver à Strasbourg était comme atterrir sur une autre planète. Moi, qui n'avais jamais quitté Ruisseau au Saule, je me suis soudain retrouvée dans une grande ville avec des bâtiments, du pavé, des Voiturklaksonnant, des gens courant partout. Mes yeux de fille de la campagne ne pouvaient pas absorber tant de nouveautés à la fois. La première semaine, nous sommes restés dans une chambre de pension bon marché, près du port, un réduit sombre que je partageais avec ma mère et ma grand-mère. Toutes les trois entassées dans un seul lit. La salle de bain était commune au bout du couloir, toujours avec une file d'attente. La nourriture venait d'une boîte à lunch que ma mère rapportait du travail, qu'elle a trouvé le 2e jour femme de ménage, dans une maison familiale dans le quartier historique où vivaient les riches de la ville. Ma grand-mère a empiré avec le déménagement, l'air humide de la ville, mélangé à la pollution des voitures et à la fumée des usines, punissait ses poumons déjà faibles. Elle toussait jour et nuit, incapable de dormir. Les rhumatismes attaquaient avec force, enflant encore plus ses articulations déjà déformées. « Ne vous inquiétez pas pour moi », disait-elle quand elle remarquait notre inquiétude. « J'ai vécu ce que j'avais à vivre. J'ai aidé à vous sortir de cet enfer. Maintenant, je peux reposer en paix. Même malade, c'est elle qui m'a appris à me débrouiller en ville, comment prendre le bus sans se faire arnaquer sur la monnaie, comment reconnaître les types dangereux qui traînaient au coin des rues.
comment étirer le peu d'argent que nous avions achetant à la fin du marché quand les prix baissaient. Pendant que ma mère travaillait, je m'occupais de ma grand-mère et cherchais du travail. C'était pas facile. Je n'avais que 13 ans, pas d'éducation officielle, pas d'expérience. Les portes se fermaient dès qu'on me regardait, une fille maigre de la campagne avec un accent marqué et des vêtements rapiécés. 3 mois après notre arrivée à Strasbourg, nous avons réussi à louer une cabane dans un quartier pauvre à l'est de la ville. C'était petit, mais au moins c'était à nous, sans voisins de l'autre côté du mur, sans fil pour la salle de bain. Ma mère avait été promue dans la maison où elle travaillait, de femme de ménage à cuisinière. Elle gagnait un peu mieux, rapportait des restes que la patronne autorisait, parfois même des vêtements usagés qui m'allaient. C'est à cette époque que j'ai rencontré mademoiselle Thérèse, notre voisine de droite, une femme d'une 50aine d'années et veuve, qui vendait des tartes aux patates douces sur le bord de la rivière. Les premiers jours, elle est venue avec un plat de gruau pour nous souhaiter la bienvenue. Quand elle a vu l'état de ma grand-mère, elle n'a pas hésité. Cette dame a besoin d'une tisane de feuilles de mûrier avec du miel. Je vais la chercher chez moi. La tisane n'a pas guéri ma grand-mère à ce stade. Rien ne le ferait, mais elle a soulagé la toux, donné un peu de confort. Mademoiselle Thérèse a commencé à venir tous les jours, apportant des herbes, des prières, de l'affection. Elle était sage-femme à ses heures perdues, connaissait des remèdes pour tout, ce que les médecins font avec un scalpel, je le fais avec mes mains et mes plantes, disait-elle fièrement. Quand je lui ai raconté vaguement ce qui s'était passé à la campagne, sans entrer dans les détails de ce que mon grand-père avait fait ou comment il était parti, mademoiselle Thérèse a serré ma main fort. Une femme n'est pas née pour être le punching ball d'un homme. Ta mère et ta grand-mère ont fait ce qu'il fallait maintenant. Il est temps de regarder devant et de reconstruire. C'est elle qui m'a obtenu mon premier emploi. Sa sœur tenait un stand de fruits au marché et avait besoin d'aide. Ça payait peu, presque rien, de la nourriture, quelques pièces et des fruits restants que je ramenais à la maison. Mais c'était un début. Je me levais à 4 heures du matin, aider à installer le stand, passer la journée à crier, regarder les bananes, regarder les pêches. Elles sont fraîches, elles sont sucrées. Je rentrais au crépuscule, les pieds enflés d'être resté debout si longtemps, mais avec quelques pièces dans ma poche. L'argent d'une femme doit être caché, même aux fourmis. Enseignait mademoiselle Thérèse. On ne sait jamais quand il faudra s'enfuir ou se débrouiller seul. Ma grand-mère est décédée un dimanche à l'aube, 6 mois après notre arrivée à Strasbourg. Ce fut paisible, dans son sommeil, sans souffrance, une bénédiction. Après tant de douleurs, je me suis réveillée au son des sanglots silencieux de ma mère, à côté du tapis où ma grand-mère dormait. Elle n'a pas eu besoin de dire quoi que ce soit. Le visage serein de ma grand-mère, sans les lignes de douleur qui marquaient son visage depuis des années, disait tout. Nous n'avions pas d'argent pour un cercueil, encore moins pour un enterrement. C'est mademoiselle Thérèse qui a tout organisé. Elle a rassemblé les femmes de la communauté laveuse, femmes de ménage, vendeuses comme elle, et chacune a donné ce qu'elle pouvait.
L'une connaissait un employé de pompe funèbre qui a fait un prix d'amis. Une autre avait un cousin fossoyeur qui a arrangé un petit coin au cimetière sans trop de paperasse. Celle de plus loin a apporté des fleurs de son propre jardin. La plus âgée a dirigé les prières cet après-midi-là, en voyant toutes ces femmes, pour la plupart des inconnus, se réunir pour nous aider. J'ai compris quelque chose d'important. Il y a une force qui naît quand les femmes s'unissent, une force qui n'a rien à voir avec les muscles ou la violence, mais avec la solidarité, avec la compréhension silencieuse de celles qui ont traversé des douleurs similaires. La mort de ma grand-mère a laissé un grand vide, mais elle nous a aussi libérés. Elle avait tant souffert que, d'une certaine manière, elle gardait notre douleur vivante aussi. Après l'enterrement, c'était comme si un poids avait été enlevé de nos épaules. Nous pouvions enfin penser à vraiment vivre, pas seulement à survivre. Ma mère a décidé qu'il était temps pour moi de retourner à l'école. Ma fille ne va pas passer sa vie à vendre des fruits au marché, a-t-elle dit fermement. Elle va avoir une éducation, elle va être quelqu'un dans la vie. Elle m'a inscrite dans une école publique près de chez nous. J'ai dû recommencer de zéro en première année, même si j'avais déjà 14 ans. J'étais la plus grande de la classe, celle qui tenait à peine dans le pupitre. Les enfants riaient de mon accent marqué, de mes vêtements rapiécés, de ma manière timide, mais ça m'était égal. J'étais si heureuse d'être là, d'avoir un nouveau cahier, des crayons de couleur, des livres d'histoire, que le reste n'avait pas d'importance. J'étudiais le matin et travaillais au marché l'après-midi. Je rentrais épuisée, mais trouvais encore l'énergie pour faire mes devoirs à la lumière d'une lampe à pétrole. Parfois, je m'endormais sur le cahier, ma mère me couvrait, éteignait la lampe et laissait un baiser sur mon front. La vie s'améliorait peu à peu. Ma mère a obtenu un emploi stable comme cuisinière dans un restaurant du centre-ville. Elle gagnait mieux, avait les dimanches de congé. J'avançais rapidement à l'école, sautant des classes. La maîtresse disait que j'avais une soif de savoir, que j'absorbais tout comme une éponge, mais tout n'était pas rose. Le traumatisme de cette nuit pluvieuse était toujours là, bien caché, mais prêt à surgir quand je baissais ma garde. J'avais des cauchemars fréquents, je ne pouvais pas être seule avec des hommes, même inoffensifs comme le boulanger du coin ou le chauffeur de bus. À l'école, je fuyais les garçons comme le diable fuit la croix. Si l'un s'approchait trop, je commençais à trembler, à avoir la nausée, parfois même à m'évanouir. La directrice a appelé ma mère, inquiète de mon comportement. Votre fille est intelligente, assidue, mais il y a quelque chose d'étrange. On dirait qu'elle a peur des hommes. Ma mère, sans dire la vérité, a simplement dit que j'étais traumatisée parce que mon grand-père avait été violent. La directrice n'a pas insisté, mais a recommandé que je parle à la conseillère scolaire. Madame Dubois était une femme d'une 50aine d'années, avec des cheveux châtains, teint attaché en chignon, des lunettes épaisses au bout du nez. Au début, j'allais aux séances hebdomadaires par obligation, assise sur la chaise dure devant son bureau, restant silencieuse. Tu n'as pas à parler si tu ne veux pas, disait-elle. Tu peux juste rester ici, designer, regarder par la fenêtre petit à petit.
j'ai commencé à lui faire confiance. D'abord, je parlais de choses banales, l'école, le travail au marché, le quartier, puis de mon manque de ma grand-mère. Enfin, un jour, je lui ai tout raconté, ce que mon grand-père avait fait, comment ma grand-mère et ma mère avaient réagi, comment il était parti, comment nous avions fui à Strasbourg. Madame Dubois n'a montré ni horreur, ni dégoût, ni pitié. Elle a juste écouté, ses yeux fixés sur les miens derrière ses lunettes épaisses. Quand j'ai fini, épuisée et soulagée d'avoir ôté ce poids de moi, elle a pris mes mains dans les siennes. Marie-Louise, ce qui t'est arrivé est terrible et rien ne l'effacera. Mais tu n'es pas seule, tu ne l'as jamais été. Ta mère et ta grand-mère l'ont prouvé cette nuit-là et je suis là pour te dire que tu peux avoir une vie pleine et heureuse sans laisser ce monstre continuer à te détruire de l'intérieur. Elle m'a prêté des livres, pas seulement des livres scolaires, mais des romans, de la poésie, des histoires de femmes fortes qui ont affronté des difficultés. Elle m'a montré que le monde était bien plus grand que Ruisseau-au-Saule, plus grand même que Strasbourg, qu'il y avait des possibilités dont je n'avais même pas rêvé. Transforme cette douleur en force, me disait-elle toujours, utilise-la pour construire, pas pour détruire. À 16 ans, j'étais déjà au collège. J'avais quitté le marché et obtenu un meilleur emploi comme caissière dans une pharmacie du centre-ville. Le propriétaire, Monsieur Albert, était un vieil homme gentil qui a vite remarqué mon intérêt pour les médicaments, les noms compliqués, les formules petites. Tu as un don pour ça, disait-il quand il me voyait lire les étiquettes des médicaments pendant mon temps libre. Tu apprends vite. Il a commencé à m'apprendre les bases de la pharmacie, organiser les médicaments, reconnaître les génériques, guider les clients sur des dosages simples. Petit à petit, j'ai gagné en confiance. J'étais plus la fille apeurée qui tremblait quand un homme entrait dans le magasin. J'étais une professionnelle sérieuse, compétente, qui savait de quoi elle parlait. C'est à cette époque que j'ai rencontré Madame Zoé, une cliente régulière de la pharmacie, une dame élégante d'une 60aine d'années qui venait toujours acheter des médicaments pour la tension et des vitamines. Un jour, elle m'a vue étudier au comptoir pendant un moment calme. Que lis-tu avec tant de concentration, ma jeune demoiselle? Un livre de sciences. Madame, je prépare l'examen d'entrée au lycée. Elle a pris le livre, l'a feuilleté, me l'a rendu avec un sourire. Tu aimes étudier, n'est-ce pas? Je le vois dans tes yeux. Oui, madame, je vais être infirmière un jour. Elle m'a regardé un moment comme si elle m'évaluait. Tu sais, j'ai été enseignante toute ma vie, maintenante. Je suis à la retraite avec trop de temps libre. Si tu veux, je peux t'aider avec tes études sans rien demander. Bien sûr, ce serait un plaisir d'avoir à nouveau une élève intéressée. C'est ainsi qu'ont commencé nos leçons privées 3 fois par semaine. Après la fermeture de la pharmacie, j'allais à l'appartement de Madame Zoé, dans le quartier historique. C'était un endroit magnifique, plein de livres du sol au plafond, sentant le café frais et les biscuits au beurre. Elle m'a enseigné les mathématiques, le français.
les sciences, tout ce dont j'avais besoin pour réussir les examens et entrer au lycée, plus que cela, elle m'a appris à croire en moi, à ne pas me voir comme une victime, mais comme une survivante, à comprendre que ce qui m'était arrivé ne me définissait pas. C'était juste un chapitre terrible dans une histoire que j'étais encore en train d'écrire. Choisis comment ton histoire va continuer, disait-elle. Le passé est déjà écrit. Il ne peut pas être changé. Mais euh, l'avenir est vierge. Attendant que tu prennes la plume, à 17 ans, j'ai réussi l'examen d'entrée au lycée Saint-Louis, la meilleure école publique de Strasbourg. Ma mère a pleuré en recevant la nouvelle. Elle a acheté un petit gâteau pour fêter ça, un luxe rare dans notre maison, et a invité mademoiselle Thérèse, madame Zoé et monsieur Albert, les personnes qui nous avaient tant aidés. Ma fille va être quelqu'un dans la vie, répétait-elle, fière, les yeux brillants de larmes contenues. Elle va être infirmière, elle va s'occuper des autres, elle aura le respect que nous n'avons jamais eu cette nuit-là, allongée sur le tapis, que nous utilisions encore comme lit. J'ai regardé ma mère, déjà endormie de l'autre côté de la pièce. Son vie, ça y est, même dans le sommeil, garder cette expression déterminée, cette force silencieuse qui nous avait sauvés toutes les deux cette nuit pluvieuse. J'ai pensé à ma grand-mère, qui, même malade, même faible, avait trouvé la force de se lever et de défendre sa petite fille. J'ai pensé à mademoiselle Thérèse, madame Zoé, madame Dubois, des femmes qui m'avaient tendu la main quand j'en avais le plus besoin, sans rien demander en retour. C'est cette nuit-là que j'ai compris, la vraie force n'est pas dans les muscles, dans les armes, dans la violence, c'est dans la capacité de se relever après chaque chute, de tendre la main à ceux dans le besoin, de transformer la douleur en action. Le traumatisme en but, le chemin serait encore long et difficile. Il y aurait encore des obstacles, des moments de doute, des cicatrices à guérir. Mais cette nuit-là, pour la première fois depuis que nous avions quitté Ruisseau au Saule, j'ai senti que j'avais une direction claire. Un but qui allait au-delà de simplement survivre. J'allais devenir une guérisseuse pas d'herbe comme mademoiselle Thérèse, ni de livres comme madame Zoé, mais quelqu'un qui comprenait la douleur des autres parce que elle connaissait trop bien la sienne, quelqu'un qui pourrait peut être aider d'autres filles qui avaient traversé le même enfer que moi. L'avenir était vierge, attendant que je prenne la plume, et j'étais prête à commencer à écrire. Le lycée Saint-Louis fut mon plus grand défi jusqu'alors. En entrant dans ces immenses couloirs au sol de marbre et au mur, plein de photos de diplômés illustres, j'ai senti que j'avais pas ma place là-dedans. La plupart des élèves venaient de familles de la classe moyenne, avaient des parents médecins, avocates, enseignantes. J'étais la fille d'une cuisinière, résidente du côté pauvre de la ville, qui travaillait dans une pharmacie pour aider à la maison. Les premiers jours, je m'asseyais toujours au fond de la classe, essayant de me rendre invisible. Je n'ouvrais pas la bouche, même quand je connaissais la réponse. L'accent de la campagne marquait encore mon discours, et j'étais terrifiée à l'idée de devenir la risée. Je déjeunais seule
dans le coin le plus reculé de la cour, avec la boîte à lunch que ma mère préparait avant l'aube, avant de partir au travail. C'est le professeur de biologie qui a remarqué mon potentiel en premier, docteur André, un homme d'une cinquantaine d'années, cheveux grisonnants et une voix calme qui me rappelait mon grand-père, pas le monstre, mais le père de ma mère, que je connaissais à peine, a rendu un contrôle où j'avais obtenu la meilleure note. Il s'est arrêté à mon bureau. Tu as un talent naturel pour les sciences. Marie-Louise, tu devrais pas le cacher au fond de la classe. Le lendemain, il m'a apporté un livre prêté, Introduction à l'anatomie humaine. J'ai dévoré ces pages comme on dévore un roman d'amour. Pour la première fois, j'ai compris comment fonctionnait cette machine complexe qu'est le corps humain. J'étais particulièrement fascinée par le système nerveux, comment des signaux électriques pouvaient créer des pensées, des sentiments. Des souvenirs peut être parce que je voulais comprendre ce qui s'était passé dans mon propre cerveau après le traumatisme. Pourquoi je me réveillais encore en sueur au milieu de la nuit? Pourquoi je tremblais quand les hommes s'approchaient trop près? Avec les encouragements de docteur André, j'ai commencé à participer davantage en classe. Peu à peu, j'ai gagné en confiance. En deuxième année, je ne m'asseyais plus. Au fond, je posais des questions, répondais quand les professeurs demandaient, me levais même pour résoudre des équations au tableau en cours de mathématiques. Tout n'était pas facile pour autant. Il y avait des camarades qui se moquaient de mes origines modestes, de ma manière timide de parler, des vêtements simples que je portais. Un groupe de filles riches, en particulier, semblait prendre plaisir à m'humilier dans les couloirs. Regardez la fille de la campagne de la pharmacie. Elle va nous prescrire une tisane de camomille. La paysanne riait-elle quand je passais? Au début, je baissais la tête et continuais, ravalant mes larmes. Mais un jour, fatiguée d'être piétinée, je me suis arrêtée au milieu du couloir et j'ai fait face à la meneuse du groupe, Patricia, fille d'un célèbre médecin de la ville. Tu sais quelle est la différence entre toi et moi? Patricia, tu es née avec tout près. Moi, je dois me battre pour chaque miette. Alors oui, je travaille dans une pharmacie avec fierté et je continuerai à m'élever dans la vie pendant que tu resteras juste la fille à papa. Tout le couloir s'est tu, Patricia. Rouge de colère ou de honte, je n'ai jamais su, m'a tourné le dos et est partie. Après ce jour, elles ne m'ont plus embêtée. Nous ne sommes pas devenus amis, bien sûr, mais j'ai au moins gagné un respect silencieux. À la fin de ma première année de lycée, j'avais les meilleures notes de la classe. Monsieur Albert, voyant mon intérêt croissant pour la pharmacie, a commencé à m'apprendre des choses plus avancées, comment préparer des pommades simples, des sirops contre la toux, des teintures d'herbes. Je mélangeais les connaissances scientifiques apprises à l'école avec la sagesse populaire héritée de ma grand-mère et apprise de mademoiselle Thérèse. Les clients ont commencé à me chercher spécifiquement, faisant confiance à mes conseils. Ma mère était radieuse de mes progrès. Elle avait été promue chef cuisinière au restaurant Gagnait mieux, n'avait plus besoin de faire autant d'heures supplémentaires. Nous avons réussi à déménager du côté et vers un quartier un peu meilleur, les Soutes et Strasbourg. C'était juste un appartement d'une chambre, mais il avait une salle de bain à l'intérieur de la maison, un luxe que nous n'avions jamais eu, et était plus proche du centre-ville.
facilitant les trajets pour le travail et l'école. C'est à cette époque que j'ai rencontré Charles. Il était étudiant en médecine en 3e année et fréquentait la pharmacie pour acheter du matériel pour les cours pratiques, alcool, gaze, médicaments de base. Au début, je pouvais à peine le regarder dans les yeux, même après des années. J'avais encore une peur des jeunes hommes, surtout ceux qui montraient un intérêt pour moi. Mais Charles était différent, poli, respectueux. Il gardait toujours une distance appropriée, ne faisait jamais de commentaires déplacés. Quand il a remarqué mon intérêt pour la médecine, il a commencé à porter des livres usagés, des matières qu'il avait déjà terminées. Tu comprends plus de choses que beaucoup de mes collègues d'université, a-t-il commenté un jour après, m'avoir entendu expliquer à un client âgé comment prendre correctement ses médicaments pour la tension. Peu à peu, une amitié prudente est née. Nous parlions de médicaments, de maladies, de traitements. Il me racontait des cas intéressants de l'hôpital universitaire où il faisait son stage. Je partageais les connaissances sur les herbes que j'avais apprises de ma grand-mère et de mademoiselle Thérèse. Ma mère, toujours méfiante envers tout homme qui m'approchait, a tenu à le rencontrer. Elle l'a invité pour un café à la maison un dimanche. Elle a préparé du pain de maïs, a mis la nappe brodée sur la table, un cadeau de son ancienne patronne, gardant un œil sur chacun de ses mouvements. « Je l'aime », a-t-elle déclaré après le départ de Charles. Il a du respect dans les yeux, venant de ma mère, qui avait appris de la pire manière à se méfier des hommes. C'était le plus grand compliment possible. À la fin du lycée, j'ai obtenu mon diplôme avec les honneurs, meilleur élève de la classe, de l'auditorium. Ma mère pleurait silencieusement, trop fière même pour applaudir. À côté d'elle, Madame Zoé, Mademoiselle Thérèse, Monsieur Albert et, à ma surprise, Charles, qui a tenu à apporter des fleurs. Le rêve d'entrer en école de médecine semblait encore trop lointain. C'était très cher. Même les universités publiques étaient difficiles d'accès et j'avais besoin de travailler. Mais il y avait un autre chemin, le cours technique d'infirmière à l'hôpital universitaire. Il ne demandait qu'un lycée terminé et avait l'avantage d'être le soir, me permettant de continuer à travailler à la pharmacie pendant la journée. J'ai passé l'examen réussi en première place. Quand les cours ont commencé, j'avais déjà 20 et un an bien plus âgée que la plupart de mes camarades, des filles de 17, 18, and tout juste sorties du lycée. J'avais aussi plus d'expérience pratique grâce à mon travail à la pharmacie, ce qui me donnait un certain avantage. Le cours était exigeant, cours théorique, le soir, stage, le week-end. Je dormais SPO, étudiais dans le bus, pendant les pauses, au travail, dans chaque interstice que je pouvais trouver, mais ça ne me dérangeait pas. Chaque nouvelle connaissance me rapprochait du rêve d'être infirmière, de pouvoir aider ceux qui souffraient. En 2e année du cours, j'ai commencé un stage dans le service de gynécologie et d'obstétrique. C'est là que j'ai trouvé ma véritable vocation, prendre soin des femmes, surtout des plus vulnérables, me donner un but qui allait au-delà de la profession. C'était comme si chaque adolescente enceinte que j'accueillais, chaque femme victime de violences que je réconfortais,
était une partie de la petite fille que j'avais été ayant besoin de l'aide que personne n'avait pu me donner. Oncas, en particulier, a marqué cette phase. Une fille de 14 ans, enceinte de 7 mois, est arrivée à l'hôpital avec des signes évidents de coups. Le mari, un homme de presque 40 ans, l'avait acheté à son père pour une moto et un sac de farine à la campagne. Quand elle a essayé de s'enfuir, il l'a battue jusqu'à ce qu'elle frôle la mort. La médecin de garde, docteur Thérèse, une femme au tempérament fort et à la langue acérée, était furieuse en voyant l'état de la fille. Elle a expulsé le mari de la pièce en criant, menacé d'appeler la police, fait tout pour protéger la patiente. J'étais émerveillée par son courage, sa détermination à défendre cette fille. Après qu'ils ont stabilisé la fille et l'ont admise pour observation, docteur Thérèse m'a appelé dans son bureau. Tu as un don pour ça, Marie-Louise? J'ai vu comment tu t'es occupée de cette fille. Comment tu as réussi à la calmer quand personne d'autre n'y arrivait? Je faisais juste mon travail. Docteur, tu as fait plus que ça. Tu as quelque chose de spécial, une véritable empathie. Ça ne s'apprend dans aucune université. C'est elle qui m'a encouragée à me spécialiser dans les soins aux femmes victimes de violences. À l'époque, cette spécialisation formelle n'existait même pas, mais elle m'a guidée, prêté des livres, permis d'accompagner des cas délicats qui arrivaient à l'hôpital. J'ai obtenu mon diplôme du cours technique. Encore une fois, avec les honneurs, j'avais 23 ans et une offre d'emploi à l'hôpital universitaire, même dans le service de gynécologie et d'obstétrique. Bien sûr, le salaire n'était pas le meilleur, mais il y avait une carte de travail signée, une assurance maladie, de la stabilité. Ma mère et moi avons pu réaliser un rêve, acheter une petite maison dans le quartier, sud 2 chambres, salon, cuisine, une petite cour arrière où elle plantait des herbes et des assaisonnements, rappelant la campagne que nous avions laissée derrière. Charles a aussi obtenu son diplôme cette année-là. Il était maintenant en internat. La dernière étape avant de devenir un vrai médecin. Nous restions amis, de plus en plus proches. Il venait dîner chez nous souvent, apporter des livres et nous parlions de cas difficiles, des défis de la profession. Un jour, après un de ces dîners, alors que je l'accompagnais à la grille, il a tenu ma main. C'était la première fois que nous avions un contact physique, au-delà d'une poignée de main formelle. J'ai presque retiré ma main par réflexe automatique de peur depuis des années, mais quelque chose m'a fait rester. Puis-je te poser une question? Marie-Louise a-t-il dit, la voix basse dans la nuit chaude de Strasbourg. Bien sûr, pourquoi ne me laisses-tu jamais m'approcher? Je ne parle pas seulement physiquement. Tu maintiens une distance, une barrière que je ne peux pas franchir. En 5 ans d'amitié, je ne lui avais jamais parlé de ce qui s'était passé à Ruisseau-au-Saule de mon grand-père, de la nuit pluvieuse, du traumatisme que je portais encore. C'est une très longue histoire. Ai-je répondu, détournant le regard, j'ai tout le temps du monde. Et là, assise sur le petit mur devant ma maison, sous un ciel étoilé, je lui ai tout raconté pour la 2e fois de ma vie. La première avait été avec Madame Dubois,
J'ai ouvert cette boîte, verrouillée par cette clé en moi. J'ai parlé de l'abus, de la réaction de ma mère et de ma grand-mère, de la fuite à Strasbourg, des cicatrices invisibles que je portais encore quand j'ai fini. J'étais épuisée, comme si j'avais couru un marathon. Je ne pouvais pas le regarder de peur de ce que je verrais dans ses yeux, dégoût, pitié, déception. Charles est resté silencieux un temps qui semblait éternel, puis, avec une douceur infinie, il a repris ma main. Merci de m'avoir fait assez confiance pour me dire cela. A-t-il dit simplement, je ferai jamais rien qui te fasse mal ou te fasse peur. Je ne franchirai jamais des limites que tu ne veux pas franchir. Je veux juste être à tes côtés, à ton rythme, de la manière dont tu en as besoin. Cette nuit-là, quelque chose s'est brisé en moi, pas d'une mauvaise manière, mais comme un barrage qui se casse et libère des eaux retenues depuis longtemps. J'ai pleuré comme j'avais pas pleuré depuis la mort de ma grand-mère. J'ai pleuré pour la petite fille que j'avais été, pour l'innocence perdue, pour le temps volé. Charles est juste resté là, tenant ma main, sans essayer de m'enlacer, respectant mon espace, mon rythme, comprenant, comme peu le ferait, que pour quelqu'un avec un traumatisme comme le mien, même un câlin bien intentionné pouvait être une intrusion. À partir de cette nuit, notre relation a changé. Elle n'est pas devenue immédiatement un flirt, j'étais pas encore prête, mais la barrière était tombée. Je n'avais plus besoin de prétendre être forte tout le temps. Je n'avais plus besoin de cacher mes cicatrices. Pour la première fois, j'étais avec quelqu'un qui savait tout et me regardait encore avec respect, avec admiration. Le temps a passé. J'ai travaillé à l'hôpital. Charles a terminé son internat et a commencé sa résidence en pédiatrie. Nous nous voyions dès que nos horaires le permettaient. Parfois, nous dînions ensemble à la cantine de l'hôpital, épuisés après de longues gardes. D'autres fois, nous marchions le long de la rivière à Strasbourg, les rares jours de congé qui coïncidaient. C'était un processus lent, plein de hauts et de bas. Il y avait des jours où je pouvais tenir sa main sans trembler, d'autres où la simple pensée de l'intimité me mettait en panique. Charles n'a jamais fait pression, n'a jamais exigé, a toujours respecté mon rythme. Après presque 2 ans de cette amitié, qui était déjà plus qu'une amitié mais n'avait pas encore de nom, il m'a officiellement demandé d'être sa petite amie. Il avait fini sa résidence, était embauché comme pédiatre dans le même hôpital où je travaillais. Il a apporté des fleurs, des marguerites, mes préférées, et m'a emmené dîner dans un restaurant simple mais charmant au bord de la rivière. Tu n'as pas à répondre maintenant, a-t-il dit, après avoir fait sa demande. Je sais que c'est un grand pas pour toi. Réfléchis bien. Je n'avais pas besoin de réfléchir. Pour la première fois de ma vie, j'étais absolument certaine de quelque chose concernant un homme. Oui, ai-je répondu, nous surprenant tous les deux par la rapidité de la réponse. Mais il faudra être patient avec moi, très patient. Il a souri de cette manière calme qui n'appartenait qu'à lui. La patience, c'est ce qui ne me manque pas. Marie-Louise, j'ai attendu presque 5 ans pour pouvoir tenir ta main sans que tu trembles. Je peux attendre autant qu'il faudra pour le reste. Notre flirt fut un processus de guérison pour moi. Chaque petit geste d'affection, un baiser sur le front, des doigts entrelacés, un bref câlin était une victoire sur le traumatisme
Chaque barrière que je parvenais à abattre était célébrée, non comme une concession que je faisais à lui, mais comme une libération que je conquérissais pour moi-même. Ma mère, toujours protectrice, a mis du temps à accepter pleinement la relation. C'était pas à cause de Charles, elle l'avait aimé dès le début, c'était à cause de la peur de me voir à nouveau blessée, de me voir revivre le traumatisme. Les hommes sont des créatures perfides, ma fille, disait-elle, quand nous étions seuls, ils semblent apprivoisés, mais peuvent changer à tout moment. Ton grand-père n'était pas toujours ce monstre non plus. Au début, il était même affectueux avec ta grand-mère. D'après ce qu'elle m'a raconté, Charles est différent. Maman, je le sais ici dedans, répondais-je, pointant mon cœur. Et s'il ne l'est pas, tu m'as toi-même appris à être forte. Je ne suis plus cette fille apeurée de ruisseau au saule. Après un an de flirt, nous nous sommes fiancés. Ce fut une cérémonie simple à la maison, juste avec nos amis les plus proches, Mademoiselle Thérèse, maintenant assez âgée, mais toujours faisant les meilleures tartes aux patates douces de la ville, Madame Zoé, qui était devenue presque une deuxième mère pour moi, Monsieur Albert, qui a fermé la pharmacie tôt spécialement pour l'occasion. Charles m'a donné une bague simple, ce qu'il pouvait se permettre avec son salaire encore modeste de médecin fraîchement diplômé. Mais pour moi, elle valait plus que n'importe quel diamant. Elle représentait non seulement un engagement entre nous, mais ma propre victoire sur le passé. Cette même année, j'ai réalisé un autre rêve. Entrée à l'école d'infirmière, l'hôpital avait un programme de bourse pour les employés prometteurs et ma patronne, docteur Thérèse, a tenu à me recommander. J'étudiais le matin, travaillais l'après-midi et en début de soirée. C'était dur, mais chaque nouvelle connaissance acquise me donnait plus d'outils pour aider d'autres femmes. Blessée comme je l'avais été, tout semblait enfin se mettre en place dans ma vie. J'avais un travail que j'aimais, j'étudiais, j'avais un fiancé merveilleux, une maison modeste mais confortable, une mère en bonne santé fière de mes progrès. Les blessures du passé étaient toujours là, des cicatrices qui ne disparaîtraient jamais complètement, mais elles ne saignaient plus à chaque contact. Elles ne définissaient plus qui j'étais ou ce que je pouvais devenir. Mais le destin, ce romancier imprévisible, avait encore des surprises en réserve pour moi. Et ce qui s'est passé un matin d'hiver changerait à nouveau le cours de ma vie, mettant à l'épreuve tout ce que j'avais appris sur la force, la guérison, le dépassement. Ce matin-là, après un quart difficile en obstétrique, 3 accouchements compliqués en une nuit, je suis rentrée à la maison. J'ai trouvé ma mère assise sur le porche, regardant dans le vide, un papier froissé dans la main. J'ai su immédiatement que quelque chose de grave s'était passé. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Elle m'a regardée comme si elle me voyait pour la première fois, les yeux rouges d'avoir beaucoup pleuré. Une lettre, a-t-elle dite, tendant le papier froissé, Tissaïwan. Saverne était la ville la plus proche de Ruisseau-au-Saule, d'où nous avions fui des années auparavant. Nous n'avions jamais reçu de nouvelles de là-bas, ni cherché à en savoir. C'était un chapitre clos, une page tournée, que nous préférions ne pas revisiter. J'ai pris la lettre avec des mains tremblantes.
Elle venait de mademoiselle Josette, cette voisine qui m'avait accueillie la nuit de la tempête. Elle écrivait qu'elle avait trouvé notre adresse par un neveu qui travaillait à la poste de Strasbourg. La raison de la lettre m'a glacé le sang. Mon grand-père était vivant. C'est impossible, ai-je dit, laissant tomber le papier. Maman, tu as dit que le ruisseau, je pensais qu'il était mort. Ma mère a répondu, la voix tremblante, les pierres, le courant, personne n'aurait pu survivre à ça. Mais il a survécu selon la lettre. Il avait été trouvé par des pêcheurs en aval, presque mort, amené à un hôpital à Mulhouse. Il a passé des mois entre la vie et la mort. Le coup à la tête avait causé des dommages permanents, perte de mémoire, difficulté à parler, paralysie du côté droit du corps. Ils reviennent, a continué ma mère. La terreur évidente dans chaque mot. Mademoiselle Josette dit qu'il a engagé quelqu'un pour nous chercher, qu'il répète mon nom et le tien, qu'il veut régler ses comptes. Une pause, un souffle, le monde semblait s'effondrer autour de moi, des années de reconstruction, de guérison, de nouvelle vie, et ce fantôme réapparaissait du passé pour nous hanter, Pyre, pour nous menacer. Il ne peut rien faire. Maman, ai-je tenté de dire, sans trop de conviction, il est vieux, malade, et s'ils viennent, nous le dénoncerons maintenant. Nous ne sommes plus deux femmes seules dans une campagne isolée. Tu ne comprends pas, a-t-elle secoué la tête? C'est pas seulement ce qu'il peut faire, c'est ce qu'il peut dire. À propos de cette nuit-là, j'ai compris sa peur, même en légitime défense, même pour protéger sa fille. Elle aurait du mal à expliquer ce qui s'était passé. Ensuite, le corps dans le ruisseau. La fuite, le mensonge que nous avions maintenu pendant tant d'années. Et moi, sur le point d'obtenir mon diplôme, fiancée à un médecin respecté, comment ma réputation tiendrait-elle si tout venait à la lumière? Cette nuit-là, j'ai tout raconté à Charles. Il a écouté en silence, tenant mes mains qui ne cessaient de trembler. Quand j'ai fini, je m'attendais à voir de la peur, de l'hésitation, peut être même la décision de s'éloigner d'une famille avec un secret si sombre. On va trouver une solution, a-t-il dit, avec un calme qui m'a stupéfiée. Je ne laisserai personne te faire du mal, ni à toi ni à ta mère. Plus à mais, le lendemain matin, il a amené un ami avocat pour nous parler. Maître Paul ne voulait pas connaître les détails. Il a dit que moins il en savait, mieux il pouvait nous aider. Il a seulement posé les questions essentielles. Y a-t-il eu abus? Y a-t-il eu menace sur la vie? La réaction était-elle proportionnelle à la menace? Dans ce cas, a-t-il conclu, après avoir entendu nos réponses, si votre grand-père réapparaît avec des accusations, nous avons une défense solide, légitime défense de l'honneur et de la vie. Le problème sera d'expliquer pourquoi vous n'avez pas cherché la gendarmerie à l'époque. À cette époque, dans cet endroit, la gendarmerie n'était pas une option pour une femme pauvre. A répondu ma mère, la voix amère. Ils auraient dit que c'était sa faute, qu'elle l'avait provoqué, qu'elle le méritait. L'avocat a hoché la tête, comprenant. Espérons que ce ne soit qu'un délire d'un vieil homme malade et qu'il n'apparaisse jamais. Mais s'il le fait, appelez-moi immédiatement. Les semaines suivantes
furent de tension constante. Chaque coup à la porte, chaque visage inconnu dans la rue nous mettait en alerte. Ma mère pouvait à peine dormir. Sursautant au moindre bruit, je suis revenue aux anciens cauchemars, me réveillant en sueur au milieu de la nuit, revivant la terreur de cette nuit pluvieuse. Charles fut mon roc pendant cette période. Il a commencé à dormir chez nous souvent dans la chambre d'amis, bien sûr, respectant les coutumes de l'époque. Sa présence apportait une certaine sécurité, la certitude que nous n'étions plus seuls. 2 mois passés sans nouvelles, nous commencions à nous détendre, à penser que c'était peu, être juste une frayeur, jusqu'à un après-midi d'avril, en rentrant de l'université. J'ai trouvé un vieil homme debout devant la grille de ma maison, vieux, maigret, appuyé sur une canne, le côté droit de son visage tombant dans une paralysie évidente. Pendant une seconde, je ne l'ai pas reconnu. Le temps et la maladie avaient complètement transformé cet homme grand et fort qui peuplait mes cauchemars. Marie-Louise, a-t-il dit, la voix pâteuse, difficile à comprendre. Ma petite fille, je me suis figée sur place. Le monde semblait arrêter de tourner. Il était là, le monstre de mes cauchemars, l'ombre qui avait assombri mon enfance, l'homme qui avait détruit mon innocence. With maintenant, il n'était rien de plus qu'un vieil homme malade, presque sans défense. Que veux-tu? Et je réussis à demander, la voix tremblant moins que je ne l'attendais, parle, juste parler. Je ne sais pas d'où j'ai trouvé le courage, mais j'ai ouvert la grille et l'ai laissé entrer. Peut-être était-ce la sécurité d'être sur mon territoire, dans ma maison, adulte, et non plus une enfant sans défense. Ou peut-être était-ce simplement le besoin de clore ce chapitre une fois pour toutes. Nous nous sommes assis sur le porche, moi sur une chaise, lui sur le banc en bois. Je gardais une distance, les yeux fixés sur lui, prête à courir si nécessaire. Mais il semblait n'avoir même pas la force de se lever sans l'aide de sa canne. Je pensais que tu étais mort dans le ruisseau. Ai-je enfin dit, brisant le silence lourd, presque morte. A-t-il répondu, la main valide caressant la canne, perdu beaucoup cette nuit-là, mémoire fausse, tout, que viens-tu faire ici? Mensen dénoncer. Parce que si c'est ça, tu peux partir, nous n'avons pas peur de toi. Il a secoué la tête, un mouvement lent, fatigué. Je suis venue demander pardon. Ces 3 mots m'ont complètement prise au dépourvu de toutes les choses que j'imaginais qu'il pourrait dire. Cela ne m'avait jamais traversé l'esprit. Pardon. Et je répétais. Incrédule, tu penses qu'un simple pardon efface ce que tu as fait, ce que tu as essayé de me faire, l'enfer que tu as fait vivre à ma mère et à ma grand-mère? Non, a-t-il répondu, les yeux fixés sur le sol. Rien n'efface ça, je le sais. Alors pourquoi es-tu venu? Parce que je meurs. Il a toussé, un son dur, douloureux, cancer du poumon, quelques mois, a dit le médecin. Je ne voulais pas partir sans le dire, sans demander. Je suis restée silencieuse, observant cet homme brisé devant moi. La haine que je m'attendais à ressentir n'est pas venue à sa place. Un étrange mélange de pitié et d'indifférence. Il n'avait plus de pouvoir sur moi.
il n'était qu'un vieil homme, mourant, chargé de remords tardifs. Je ne peux pas te pardonner, ai-je enfin dite, et je n'en ai pas le droit. Le pardon devrait venir de la petite fille que j'étais cette nuit-là. Et elle n'existe plus, tu l'as tuée. Il a hoché la tête lentement. Je comprends, ce que tu as fait n'a pas de nom, pas d'excuse, pas de pardon. Je le sais. Si tu es venu pour soulager ta conscience avant de mourir, je suis désolée. Je ne peux pas t'offrir cette paix. Il a levé les yeux vers moi pour la première fois. Je ne mérite pas la paix. Je suis juste venue parce que je devais le dire, pour que tu saches que j'ai reconnu le monstre que j'étais. Nous sommes restés silencieux, un temps qui semblait éternel. Le soleil se couchait à l'horizon, peignant le porche de tons orangés. De l'intérieur de la maison venait l'odeur du dîner que ma mère préparait. Ignorant la visite que nous avions, ma mère ne peut pas te voir ici. Aïe. Enfin dites, ce serait trop pour elle. Je ne suis pas venue pour elle, je suis venue pour toi. Il a fait un effort pour se lever, s'appuyant lourdement sur sa canne. Je ne vous dérangerai plus. Je voulais juste que tu saches que je n'ai jamais porté plainte contre vous. Quand ils m'ont demandé ce qui s'était passé, j'ai dit que j'étais tombée dans le ruisseau ivre. Ma faute. J'ai pas répondu. Je l'ai accompagné jusqu'à la grille, gardant mes distances, comme on escorte un intrus hors de la maison. Avant de partir, il s'est tourné une dernière fois. Tu ressembles à ta grand-mère. A-t-il dit, la voix presque un murmure. Elle a toujours été plus forte que moi. Et il est parti, se traînant sur le trottoir, s'appuyant sur sa canne. Une figure pathétique qui ne ressemblait en rien au monstre de mes cauchemars. Je suis restée à regarder jusqu'à ce qu'il tourne coin et disparaisse. Un mélange d'émotions contradictoires me traversant comme des vagues. Je n'ai pas parlé de cette visite à ma mère. Elle avait trop souffert. Elle n'avait pas besoin que ce fantôme resurgisse dans sa vie. Je n'en ai parlé qu'à Charles, qui m'a serré dans ses bras en silence, pendant que je pleurais pas de douleur ou de peur, mais de soulagement, un cycle qui se refermait, une vieille blessure qui, même si elle ne guérirait jamais complètement, cessait enfin de saigner. 3 mois plus tard, nous avons reçu la nouvelle. Mon grand-père était mort dans un hôpital de charité à Mulhouse, seul, sans famille, sans personne pour lui tenir la main. Dans ces derniers moments, j'ai ressenti une étrange compassion pour cet homme qui, à la fin, a récolté exactement ce qu'il avait semé: la solitude, l'abandon, le mépris. Que Dieu ait pitié de son âme, a dit ma mère quand elle l'a appris, parce que moi, je ne peux pas. La vie a suivi son cours. J'ai obtenu mon diplôme d'école d'infirmière à 30 ans, avec les honneurs. Ce fut un jour de grande fierté, moi. Fille d'une travailleuse domestique, petite fille d'un ouvrier de scierie, maintenant infirmière diplômée. Ma mère a pleuré tout au long de la cérémonie, tenant fort la main de Charles, qu'elle considérait déjà comme un fils. Nous nous sommes mariés dans une cérémonie simple à l'église épiscopale Saint-Jean au centre de Strasbourg. Moi, qui pensais ne jamais pouvoir faire confiance à un homme, je faisais un pas qui semblait impossible des années auparavant. C'était pas facile.
l'intimité du mariage, apporter des défis que seule une personne ayant vécu un traumatisme comme le mien peut comprendre. Maurice Charles, avec sa patience infinie, son respect constant, ne m'a jamais pressé, ne m'a jamais fait sentir coupable de mes difficultés. Nous avons été bénis par la naissance de notre fille, Elisabeth, nommée en l'honneur de ma grand-mère, qui avait eu la force de se lever cette nuit-là, même malade, pour me défendre. Et plus tard, notre fils, Pierre, est venu compléter notre famille. J'ai continué à travailler à l'hôpital, mais maintenant avec un accent particulier sur un projet que j'ai aidé à créer, un centre pour les soins aux femmes et enfants victimes de violences sexuelles. C'était un travail pionnier à l'époque, quand on parlait peu de ces questions, quand la faute retombait encore sur les victimes. Mon expérience personnelle, qui pendant tant d'années était une blessure ouverte, s'est transformée en un instrument pour guérir d'autres blessures. Ma mère a vécu avec nous jusqu'à la fin, aidant à élever les petits-enfants, profitant enfin de la paix et de la sécurité qu'elle méritait toute sa vie. Elle est décédée paisiblement à 72 ans, victime d'un accident vasculaire cérébral massif. Jusqu'à son dernier jour, elle a conservé cette force silencieuse, cette dignité que même les pires moments n'ont pu lui enlever. Les années ont passé, les enfants ont grandi, suivi leur chemin. Elisabeth est devenue médecin comme son père. Pierre a choisi le droit, se spécialisant dans la défense des femmes victimes de violences. Tous deux connaissent mon histoire. J'ai décidé qu'il n'y aurait pas de secret, pas dans cette nouvelle génération, qu'ils comprendraient dès leur plus jeune âge la valeur du respect, du consentement, de la dignité. Charles et moi avons vieilli ensemble, voyant naître des petits-enfants, construisant une vie qui, malgré les cicatrices du début, était riche en amour et en réalisation. Il a pris sa retraite après des années dédiées à la pédiatrie. J'ai continué quelques années de plus jusqu'à ce que la fatigue et l'âge me fassent arrêter aussi. Et maintenant, à 75 ans, ce même destin qui a pris tant de tournants dans ma vie me présente son dernier défi, le cancer du pancréas, qui dans quelques mois m'emportera. C'est ironique que ce soit la même maladie qui a tué mon grand-père il y a tant d'années, comme si d'une certaine manière nos destins étaient liés par un fil invisible que ni le temps ni la distance n'ont pu couper. Mais contrairement à lui, je ne pars pas seule. J'ai ma famille autour de moi, l'amour de mon mari qui a vieilli avec moi, mes enfants, mes petits-enfants. J'ai la conscience tranquille de quelqu'un qui, malgré les blessures, a choisi de ne pas devenir une blessure, de quelqu'un qui a transformé la douleur en but, le traumatisme en force pour aider les autres. Si je raconte cette histoire maintenant, ce n'est pas pour susciter la pitié, ni pour recevoir des louanges, pour une force que, honnêtement, je ne sais pas d'où elle est venue. Je la raconte parce que je sais que là dehors peut être en train de regarder cette vidéo à cet instant précis. Il y a des filles et des femmes qui traversent le même enfer que moi, souffrant en silence, pensant qu'il n'y a pas d'issue, qu'elles ne méritent pas mieux, que c'est leur faute. À vous, mes chers,
je veux dire, il y a une issue, il y a un nouveau départ, il y a une guérison pas complète, peut être, mais suffisante pour construire une vie digne, heureuse, pleine. C'est pas facile, ce n'est pas rapide, ce n'est pas magique. C'est un processus de jours, de mois, d'années, parfois d'une vie entière, mais c'est possible. Je suis la preuve vivante de cela. Alors que je me prépare à quitter ce monde, je pars avec la certitude que, malgré tout, j'ai réussi à fleurir dans un terrain fait uniquement d'épines. J'ai réussi à transformer le poison en médicament. La petite fille effrayée de Ruisseau au Saule,